entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à l'élection présidentielle rwandaise. Il est intitulé « Paul Kagame, le président incontesté du Rwanda ». Pour en parler, il y a avec nous Mokhran Touarabi. Bonjour Mokhran Touarabi. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions Mokhran Touarabi. Alors Mokhran Touarabi, le président du Rwanda, Paul Kagame, a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des voix, selon les résultats provisoires officiels annoncés par la Commission électorale nationale. Le chef de l'État sortant était opposé de scrutin présidentiel et de législative à Frank Habineza, qui a obtenu 0,50% des voix, et à Philippe Mpayimana, 0,32% des voix. Grâce à une victoire écrasante, Paul Kagame prolonge ainsi son règne de 24 ans de 5 années supplémentaires. Aussitôt l'annonce des résultats, il a remercié les Rwandais pour leur confiance dans un discours prononcé au siège de son parti, le Front patriotique rwandais. Alors, Mokhran Touarabi, dans quelles conditions s'est déroulée cette élection ? Écoutez, le Rwanda, depuis un moment, cette élection s'est déroulée en interne. Il n'y a pas quelque chose de particulier en interne, mais c'est beaucoup plus au niveau régional. Ça, vous savez que le conflit qui est à l'est de la RDC concerne aussi le Rwanda parce que il est pointé du doigt, notamment par des rapports des Nations Unies, notamment en ce qui concerne son soutien au mouvement rebelle M23 et sa présence sur le sol congolais à travers des forces de l'armée rwandaise. Il y a des tensions entre les deux pays depuis un moment, des tensions aussi avec son voisin burundais, avec lequel la frontière est fermée pour d'autres raisons. Au fait, cette élection intervient dans un contexte où il y a une forte pression sur le Rwanda par rapport à la question de la situation à l'est de la RDC. Plusieurs pays ont demandé justement au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale du Congo et d'essayer justement de cesser justement de soutenir ce mouvement rebelle qui pose problème dans la situation de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Sur le plan interne, il joue sur. Il n'y a pas d'adversité particulière. Il a réussi en 20 ans de règne, en 24 ans de règne. Donc, il y a quand même des voix à l'international, Mokhran Touarabi, dites-moi si je me trompe, qui reprochent quand même à Paul Kagame d'avoir quelque peu verrouillé le jeu politique. Pas quelque peu, je pense que justement il a réussi, il a joué sur le contexte dans lequel l'histoire du Rwanda même pour en quelque sorte éliminer tous les probables adversaires politiques, opposants politiques sur place. Son modèle depuis toujours, il l'a jamais caché, c'est le Singapour, c'est donc géré sur le plan politique seul et essayer de booster l'économie du pays comme l'a fait le Singapour. Mais aujourd'hui, le seul candidat de l'opposition qui a donc exprimé son désir de participer à cette élection a été éliminé, c'est Victor Ingabire
qui a estimé que gagner continuellement l'élection présidentielle avec plus de pratiquement 100%, parce que en 2017, c'était pratiquement le même score. C'est quelques poussières qui manquaient pour faire le plein de 100%. Il faut juste préciser que la candidature de Victor Ingabire a été rejetée par la justice. Tout à fait, par la justice, mais bon, elle considère que Paul Kagame était derrière cette décision. En quelque sorte, il a influencé la justice pour qu'elle soit éliminée. Mais bon, Paul Kagame a toujours mis en avant sa prouesse économique. Alors, juste pour nos amis auditrices et auditeurs, le Rwanda, donc, c'est un pays des grands lacs, c'est à peu près un peu plus de 26 000 km². C'est à peu près la taille de la Belgique. C'est un département en français vraiment petit, mais c'est aussi un pays qui a une densité de population l'une des plus importantes en Afrique par rapport au kilomètre carré. Sa population a beaucoup augmenté depuis donc le génocide de 94. Elle est aujourd'hui pratiquement à 14 millions d'habitants. C'est un pays aussi qui est situé donc, il se trouve en Afrique de l'Est au bord d'une immense faille géologique, la vallée du Grand Rift, voilà, dans la région des Grands Lacs. Il a pour voisin la Tanzanie, l'Ouganda, la RDC, voilà, donc, le Burundi. oui, effectivement, le Rwanda est partage ses frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi, à l'ouest la République démocratique du Congo, avec une frontière traversant le lac Kivu. Donc c'est à peu près c'est 7 millions d'électeurs. 7 millions d'électeurs, effectivement. C'est pratiquement la moitié de la population qui a été appelée aux urnes et qui a, au regard des résultats, pratiquement taux de participation assez extrêmement important. Extrêmement important parce que traditionnellement, les gens votent beaucoup aussi au Rwanda. Au Rwanda, oui. Pratiquement toutes les élections depuis les années 2000 ont été caractérisées par un très fort taux de participation. Oui. Oui, c'est une tradition. Il est vrai que Paul Kagame s'est distingué par sa gouvernance autoritaire. Mais sur d'autres plans, notamment sur le plan économique, il a hissé le Rwanda au podium au niveau africain. Donc est-ce que la victoire de Kagame, avec ses taux extrêmement importants, était prévisible ou pas? Moi, je pense que il y avait aucun doute sur sa réélection. Ça n'avait rien de surprenant. Dès lors qu'il a décidé, dès lors qu'il a fait sauter, il a modifié la Constitution, lui permettant de rester d'ailleurs jusqu'à 2034, si je ne me trompe pas. Il n'y a aucune chance pour les autres candidats de passer dans le contexte actuel du Rwanda. C'est-à-dire, vous avez quand même une gouvernance autoritaire d'un côté, et vous avez aussi un bilan économique qui est très positif. On va en parler du bilan économique, Moukhala Touarabi, mais avant cela, on n'a pas l'impression que Paul Kagame a été affecté par ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Oui, bizarrement. Au fait, on peut dire que Paul Kagame il est au pouvoir. Le dirigeant qui sera resté le plus. C'est 3 décennies au pouvoir, c'est pas uniquement. En 2000, il a pris le pouvoir après la démission de son prédécesseur. Il a pris le pouvoir par intérim, par la suite il y a eu des élections, mais avant déjà, là, il était vice-président. Quatrième mandat, mais en réalité, Paul Kagame, l'enfant du Rwanda, était au pouvoir au lendemain, dès la chute du gouvernement Hutu qui était responsable du génocide en 1994. En réalité, c'était lui le véritable dirigeant du Rwanda. Il était vice-président pendant une longue période, ministre de la Défense, sachant qu'il était à la tête en tant que commandant des forces du groupe qui est devenu c'est son parti, donc le Front patriotique du Rwanda, le FP, le FPR. Voilà, Front patriotique du Rwanda, voilà. C'est ça.
Et donc, il était au pouvoir depuis 1994, donc depuis 30 ans. Et il est l'un des fondateurs du FPR en 1980. Oui. Voilà, Oui, donc ça, il faut le signaler. Donc c'est quelqu'un qui est dans le monde politique depuis extrêmement longtemps. Depuis son jeune âge pratiquement, oui, il a décidé de monter il était dans les camps d'abord parce qu'il faut savoir que il faisait partie de ceux qui ont été chassés. Voilà, qui était chassé du Rwanda pour aller en Ouganda. C'est un Tutsi, et c'est pratiquement le premier président. C'est le premier président Tutsi et qui est resté jusqu'à maintenant. Tutsi avant, c'était y compris au lendemain du génocide, le président j'ai oublié son nom, qui était de l'ethnie Hutu. C'était un Hutu et lui depuis 2000, voilà donc. Il est au pouvoir, son partage avec son parti qui est un parti très fort, très structuré, et jusqu'à maintenant, effectivement, bizarrement, il n'est pas touché par l'usure du pouvoir. Voilà. Alors, on vient de le dire, donc qu'est-ce qui, selon vous, fait la notoriété et le succès de Paul Kagame? Paul Kagame, c'est un fait, même ses ennemis politiques le lui reconnaissent, c'est quelqu'un qui est resté ou qui reste extrêmement populaire. Paul Kagame, même ses adversaires en conviennent, Paul Kagame sera très largement réélu pour un nouveau mandat, a été plutôt largement réélu pour un nouveau mandat, non en raison d'une élection truquée, mais surtout de l'adhésion pour la politique qu'il conduit dans ce pays depuis qu'il en a pris la présidence en 2000, Mokhtar Touarabi. Tout à fait, parce que, comme je le disais au début de l'émission, Paul Kagame, d'abord, il a fait partie de ceux qui ont conduit la réconciliation qui était très difficile au Rwanda. Oui. Il a fait partie des trois personnalités qui ont pris la responsabilité au lendemain du génocide, et il a décidé donc avec un génocide qui a coûté la vie à 800 000 personnes. 800 000 personnes, oui. En 100 jours, c'est ça? En 100 jours, pratiquement c'est le dernier génocide, le pire génocide du XXe siècle, avec une moyenne de 500 personnes tuées par heure. En 100 jours, 800 000, c'était tout simplement terrifiant. Et Paul Kagame, je disais avec Pasteur Bizimungu, donc qui était le premier président au lendemain du génocide, ont mené la politique de la réconciliation nationale. Et à son arrivée au pouvoir aussi en 2003, il a décidé, pour compléter justement ce processus de réconciliation nationale, de supprimer la mention ethnique dans la carte d'identité rwandaise. Au fait, il y a deux grandes ethnies donc connues au Rwanda. Vous avez les Hutus et les Tutsis. Lui, il est Tutsi. Jusqu'à cette décision, dans la carte d'identité rwandaise, il y avait la mention ethnique, Hutu ou Tutsi. Lui, tout simplement, il a décidé de la supprimer. Donc, ça a permis aux gens ça a permis à beaucoup de gens de faire leur deuil, en même temps de dépasser, de franchir cette étape pour se considérer uniquement rwandais au lieu de chercher l'ethnie de l'un ou de l'autre. C'était un pas dans la réconciliation nationale qui a été très difficile parce que vous savez que quand même, comme on le disait, c'était un génocide vraiment horrifiant avec un nombre de morts dans une courte durée très impressionnant. Oui, c'est 800 000 morts. Oui. Et on rappellera que le génocide a commencé après la mort du président Habyarimana. Voilà, parce qu'il y avait donc le Front patriotique rwandais était déjà Paul Kagame avec d'autres dirigeants du Front était dans les maquis, donc en rébellion contre le régime Hutu, le gouvernement Hutu, et ils ont justement touché son avion à l'atterrissage. Il a explosé et le président est mort, et à partir de là, la faction la plus
raciste du gouvernement Hutu a pris le pouvoir en utilisant cet argument et avec la fameuse radio des Mille Collines. Des Mille Collines, ils ont mené une propagande, ils ont incité les Hutus à s'attaquer aux Tutsis, à massacrer, donc avec des armes blanches, de toutes sortes d'armes, mais en même temps avec des armes à feu. Et ils ont fait le massacre que tout le monde connaît aujourd'hui. Et ça a été un point justement une tache noire dans l'histoire du Rwanda. Personne ne misait sur la possibilité que le Rwanda puisse se relever de ce massacre, de ce terrible génocide, et grâce donc à la perspicacité de ceux qui ont pris le pouvoir au lendemain du génocide, dont Paul Kagame, on a réussi quand même à mettre en place un processus de réconciliation nationale. Il y a eu bien évidemment des génocidaires qui ont été jugés. On parle aujourd'hui d'à peu près entre 20 000 et 30 000 qui sont encore dans les prisons pour leur implication. La peine de mort a été abolie au Rwanda, ce qui fait que les gens la perpétuité. Jugés et condamnés pour génocide n'ont pas été exécutés, mais leur peine a été commuée en prison à vie. En prison à vie, effectivement, il y a des peines de 15 ans jusqu'à la perpétuité. Si on comptabilise, je pense que à part ceux qui ont été condamnés à une peine de 30 ans et plus, donc la perpétuité, le reste, je pense qu'ils ont dû quitter les prisons rwandaises. On parle de 20 000 à 30 000. Il y a eu une partie qui a fui le pays, les principaux commanditaires du génocide. Donc, une partie a réussi à fuir, notamment à l'est de la RDC et dans d'autres pays africains. Mais globalement, le processus de réconciliation a été mis en place. Et finalement, il a été une réussite quelque part, puisque aujourd'hui, quand même, le Rwanda vit en paix et c'est un pays qui est considéré le pays le plus sécurisé de la région. Et alors, les Hutus qui se sont enfuis ou qui se sont réfugiés dans l'est de la RDC ont fondé ce qu'on appelle le FDLR. Le FDLR, oui. Le FDLR, et c'est la raison pour laquelle, ou c'est l'argument avancé par le Rwanda pour expliquer sa présence dans l'est de la RDC. Entre enjeux et défis, Une succession d'événements. une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel, Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. présenté par Zine Chafaou. Alors, Mkolana Rabi, on vient de le dire, Paul Kagame est extrêmement populaire au Rwanda, et on explique ses succès politiques par le fait que il est quand même considéré comme le faiseur du miracle économique rwandais. Alors, Paul Kagame a hérité en 2000 d'un pays complètement exsangue. Déjà en 94, 95, 96, le pays était l'une des nations les plus pauvres de la planète. Carrément, oui. Complètement avec une économie à terre. À terre, vous savez que le Rwanda est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Très peu. Il est vrai que c'est un pays agricole et il a beaucoup d'atouts dans ce domaine. Et en l'espace de quelques années, Paul Kagame, en l'espace de près de 20 ans... dès les premières années de... Il a réussi à relever quelque peu le pays. Il a réussi à relever. Il est vrai que il y a encore des manques, on en parlera tout à l'heure sûrement, mais globalement, effectivement, on parle aujourd'hui du miracle rwandais. Quand on parle comme ça, c'est le résultat de la politique mise en place par Paul Kagame dès son arrivée à la tête du pays en 2000.
Ça permet donc au Rwanda de redresser son économie. D'abord, il a commencé par achever le processus de réconciliation qui était extrêmement important, d'instaurer la sécurité et la paix dans le pays. Il a consolidé donc les acquis déjà réalisés par son prédécesseur Bizimungu, donc pasteur Bizimungu, et il a consolidé cette réconciliation nationale. Et il a entamé des réformes notamment sur le plan économique, sur le plan éducatif, la santé. Dans le secteur de la santé aussi. Donc il a misé sur les trois secteurs. Il a mis une politique pour attirer des investissements. Il a changé les lois pour faciliter l'investissement dans ce pays. Et il a construit des routes, il a construit des hôpitaux. Il a mis tout un programme de rattrapage en termes d'infrastructures de base, en réalisant des routes, des ponts et tout ce qui est lié donc l'électrification aussi du pays qui était à des taux très bas par rapport à d'autres pays africains, et tout en mettant en place une politique pour attirer pour faire du Rwanda un pays attractif sur le plan économique. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Rwanda est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique, l'un des plus propre, parce que vous savez qu'à Kigali, la capitale, le sachet en plastique est interdit depuis au moins... Alors Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Elle a été élue 3 fois, ville la plus propre du continent africain. Tout à fait. Et aujourd'hui, le Rwanda, d'une manière générale, est considéré comme l'un des pays les plus propres, l'un des pays les plus sécurisés du continent. Et aussi, l'un des pays où il y a un taux de croissance assez élevé. Depuis la moyenne de la croissance économique rwandaise depuis l'arrivée de Paul Kagame est située à 8%. Il y a eu des pics sur au moins une vingtaine d'années, 25 ans. Voilà, il y a eu des pics de 10, une croissance à 2 chiffres, des 10,5, notamment en 2019, en 2019. Mais globalement, donc cette dynamique a été maintenue sur quand même plus de 2 décennies, ce qui a permis donc au Rwanda d'être considéré comme le plus attractif en termes d'IDE, en termes d'investissement direct étranger. Le PIB a augmenté en 2021 au Planète Warabi d'un peu plus de 10%. C'est extrêmement important comparativement à d'autres pays de la région, qui sont plus riches, qui sont plus grands en termes de marché, et qui ont plus de possibilités. Et qui ont plus de possibilités. Donc quand même, ce miracle n'est pas venu du néant. C'est des politiques qui ont été mises en place par Paul Kagame, par son parti, le Front patriotique rwandais, et en mettant en place, entre autres, donc Crystal Venture. Crystal Venture, c'est un holding qui est adossé au parti, au FPR. Qui a mis en place les plus grandes politiques économiques. Elle est à la fois dans le BTPH, elle est aussi dans l'industrie, comme elle est dans le tourisme, parce que c'est aussi un aspect. Le Rwanda, depuis une dizaine d'années, est devenu une destination touristique en Afrique, parce qu'il a mis en place une politique pour le tourisme de luxe. Il ne peut pas concurrencer d'autres pays qui ont énormément d'atouts. Alors, tourisme de luxe, et le Rwanda investit beaucoup aussi dans ce qu'on appelle l'écotourisme. L'écotourisme, tout à fait, parce que si vous allez jeter un coup d'œil sur les collines, puisque c'est le pays des 1000 collines, vous allez constater qu'il y a des hôtels, des petits hôtels, qui sont construits avec des matériaux non polluants, qui sont adaptés au paysage, à la nature du Rwanda, respectueux de la nature. Voilà. Effectivement, et avec la politique zéro plastique, zéro pollution entre guillemets et tout, donc ça fait de ce pays un pays attractif sur ce point-là aussi. Au Rwanda, c'est aussi il est facile de créer une entreprise pour un étranger. Avec son téléphone portable, en 45 minutes, on peut créer son entreprise. Il y a eu beaucoup d'ailleurs d'Africains de la région et qui sont établis aussi à l'étranger, et qui ont décidé, ils sont pas revenus dans leur pays, ils sont partis investir au
sont établis au Rwanda. Au Rwanda. Donc, mais l'économie rwandaise, Moukhanet Warabi, dites-moi si je me trompe, alors c'est une économie qui est marquée par quand même sa forte dépendance à l'agriculture. Alors c'est quand même 40% du PIB et 80% de l'activité nationale. Ils ont des terres arables qui représentent à peu près 45,6% de la superficie du pays. Il y a aussi un développement important des services. On notera quand même une faible industrialisation et une forte démographie, une forte densité démographique. Mais par rapport à l'industrialisation, ces dernières années, je pense que Paul Kagame et son gouvernement sont en train de mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, est l'un des principaux producteurs de thé en Afrique, derrière le Kenya. C'est un pays, vous venez de le dire, qui affiche des taux de croissance importants. C'est un pays où il est facile d'investir. Vous avez tous les indicateurs liés aux indices de développement humain qui se sont améliorés, mais il y a toujours un petit mais. Il y a quand même une partie, près de la moitié de la population qui ne goûte pas encore à la prospérité de l'économie rwandaise. Il y a toujours des gens qui vivent avec un peu plus de $2 par jour. Oui, tout à fait. Et Kagame en est conscient. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place le plan Vision 2020, le plan Vision 2030, etc. Tout à fait. Il veut faire de son pays un pays à revenu intermédiaire dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Au fait, on a déjà expliqué que le Rwanda est un petit pays à forte densité à très forte densité de population. 6 000 km². Voilà, donc c'est par rapport à la population, si vous prenez la Belgique, c'est quelques millions d'habitants. C'est pas 13 millions d'habitants. Je crois qu'on a 800 habitants au kilomètre carré. On n'est pas loin, on est à 600 pratiquement, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme par kilomètre carré. C'est pour ça que le Kagame a beaucoup investi aussi dans le bâtiment. Il a beaucoup investi dans le bâtiment, effectivement. Voilà. Et comme c'est aussi un pays agricole, donc il a besoin de beaucoup de superficie. C'est un pays riche. Vous savez que les forêts dont il dispose aussi sont préservées. Parce que comme c'est un pays qui veut se distinguer par cet aspect qui est lié à l'écologie, à l'environnement et tout. Mais effectivement, il y a des aspects sur lesquels le gouvernement Paul Kagame doit travailler. L'extrême pauvreté, c'est vrai qu'elle a reculé de 47% en 2019 par rapport à 45% en 2021. Elle reste autour de 40% en 2024. C'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts de rattrapage à faire dans ce domaine. Et justement, par rapport, il nous reste à peine une minute avant la fin de l'émission. Alors Kagame, on vient de le dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Rwanda, c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, il est considéré comme l'artisan du miracle rwandais. Le Rwanda est cité en exemple en Afrique pour sa gouvernance, pour la rationalité de sa gestion, pour la pertinence de ses politiques publiques. Maintenant, quels sont, vraiment en une minute, Moukhanet Warabi, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés à la fois le Rwanda et Kagame? D'abord, premier point, je pense, c'est la question régionale. Ça, par rapport au voisinage, je pense que sur le plan régional, Paul Kagame est confronté à cette situation à l'est de la RDC et par rapport aussi à ses relations avec son voisin Burundi. Ça, c'est sur le plan régional. Le défi est de trouver une paix durable, voilà, notamment avec la RDC. Parce que si ça continue comme ça, on risque d'aller vers une déflagration régionale. Ça ne joue pas en faveur du Rwanda. Un conflit régional, ça va compliquer la situation pour le pays. Au plan interne, c'est justement éradiquer tout au moins faire baisser la pauvreté au Rwanda et les inégalités sociales par rapport d'une région à une autre. Et faire face aux défis environnementaux, parce que le Rwanda est aussi un pays qui est extrêmement touché par les
les changements climatiques, comme c'est voilà. un pays qui a un secteur agricole assez fort, donc il est fortement impacté par les changements climatiques. C'est un défi important. Merci beaucoup, Mourana et toi, Rabi. Je crois que nous avons dépassé allègrement le temps qui était imparti à l'émission. C'était donc le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la barre technique, il y avait Linda. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Merci de nous avoir suivis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.